de l'importance des témoignages aussi dans l'histoire, la parole des Angolais eux-mêmes par rapport à leur propre histoire. Vous avez le texte? Oui, d'accord, parfait. Donc, Jean Mello, bonjour, bienvenue ici à Paris. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Je vais lire un petit extrait d'une de vos œuvres, d'une de vos nouvelles, pour ceux qui ne connaissent pas, pour voir un peu le style de votre œuvre. Ici, c'est un extrait de Imitation de Sartre et de Simone de Beauvoir, où on voit un peu comment l'Angola se reflète dans vos récits. Bien sûr, je n'ai jamais réussi à invoquer les traditions africaines. Aussi bien toi que moi, nous sommes des animaux urbains. Nous avons une formation européanisée, nous dit colonialisme. Nos racines plongent quelque part dans des limbes obscures et notre expérience rurale se résume à quelques pique-niques au kilomètre 8, un peu avant Viana, où nous allions manger des cajous avec nos enfants et 2 autres familles amies. Nous allions, car maintenant, il paraît qu'une entreprise étrangère s'est installée juste à l'endroit de nos agréables pique-niques. Mais après l'indépendance, une étrange maladie a dévasté la ville. Les hommes commencèrent à avoir beaucoup de femmes, je veux dire publiquement. On expliquait cela par l'influence inéluctable de la tradition. Il se créa, simultanément, l'habitude de désigner les femmes de façon grotesque, comme Luanda I, Luanda II, etc. Donc voilà un extrait d'imitation de Sartre et de Simone de Beauvoir, une de vos nouvelles. On voit un peu comment l'histoire aussi du pays est incluse dans vos récits, et le ton, l'humour, l'ironie aussi qu'on peut retrouver dans vos récits. Je vais vous laisser parler un petit peu de votre œuvre, et puis vous allez donc nous expliquer le rapport entre littérature et histoire. Et c'est vous, Maria Benedita, qui allez lire le texte écrit par Jean Mello, c'est ça? Voilà, je vous laisse Alors, bonjour à tous. Mon français, c'est pas parfait, je me débrouille quand même. Pour cette occasion, j'ai préféré te demander à la professeure Maria Benedita qu'il lise un texte que j'ai préparé pour cette occasion. C'est un texte qui parle un peu de la relation entre littérature, histoire et politique en Angola. Un peu plus concrètement sur l'histoire de la littérature angolaise moderne, pour introduire notre conversation ici. Merci, je donne la parole à Maria Benedita. Merci. Bon, alors, je vais donc lire la traduction en français du texte qui a écrit Jean Mello. L'histoire de la littérature angolaise remonte généralement à l'année 1849, alors que le pays était encore une colonie portugaise, date à laquelle fut publié à Luanda le livre Spontaneidade de minha alma, Spontanéité de mon âme, de José Maia Freire, un ouvrage explicitement et ouvertement romantique, notamment par la mise en valeur des éléments géographiques et environnementaux, ainsi que des couleurs et des populations locales. La muse de poète, par exemple, était une femme d'origine africaine, à l'image de la majorité démographique du pays. Le livre de Maia Freire, ouvertement romantique, s'inscrivait donc dans la tradition littéraire européenne. Il faut toutefois rappeler qu'il existait certainement en Angola une tradition littéraire antérieure à la colonisation portugaise, composée de chansons, de proverbes, de devinettes, d'histoires et d'autres formes qui circulaient socialement de manière orale, comme cela a été le cas pour tous les peuples et toutes les sociétés. L'écrivain Manuel Rui a qualifié cela de oretura, et tout comme d'autres, il défend la nécessité pour les écrivains actuels de faire revivre cette tradition orale en intégrant
dans la littérature contemporaine. Je partage vivement cette position, car je ne doute pas que la littérature angolaise, qui, outre le fait d'être écrite principalement en portugais, est résolument urbaine et à la fois nationale et cosmopolite, n'aura que des avantages à intégrer d'autres expériences et surtout des cosmovisions du monde traditionnel. Comme cela semble inévitable, l'histoire de la littérature angolaise est profondément liée à l'histoire et au processus politique du pays lui-même, surtout à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, comme en témoigne le texte de journalistes et des écrivains dits nativistes, fortement influencés par le romantisme tardif. Ce lien est devenu plus explicite et assumé plus tard, à partir du milieu du XXe siècle, avec la génération de la revue Mensagem et un peu plus tard, celle de la revue Cultura. Parmi les noms les plus connus de ces deux générations, on peut citer à titre d'exemple ceux de Mário Pinto Andrade, Agostinho Neto, Viriato Cruz, António Jacinto, Fernando Costa Andrade, Mendes de Carvalho et Luandino Vieira. Les générations de Mensagem et Cultura étaient ouvertement influencées par le réalisme social portugais, le mouvement de la négritude, le modernisme et le roman du nord-est brésilien, sans oublier le marxisme. Dans la continuité de l'œuvre littéraire de ces deux groupes, comme une sorte de suite, on peut également inclure ce qu'on appelle la littérature de guérilla, produite pendant la lutte armée pour l'indépendance par les auteurs tels que Costa Andrade, Pepe Tela, Casmino Rodrigues, Emmanuel Corgo et d'autres. Pour ces auteurs, par conséquent, ceux de la génération de Mensagem et ceux de la génération de Cultura et plus tard les auteurs de la guérilla, il s'agissait de produire dès le départ une littérature politiquement et socialement engagée avec la lutte pour l'indépendance de l'Angola. Mais contrairement à ce que pourraient laisser penser les conclusions actives, les meilleurs auteurs de ces deux générations avaient parfaitement conscience, comme l'a écrit António Jacinto, qu'il fallait unir la révolution politique à la révolution esthétique. Quoi qu'il en soit, cette littérature engagée a inévitablement commencé à perdre son élan esthétique révolutionnaire et à partir des années 70, d'autres écrivains, tant de la guérilla qu'à l'intérieur du pays, encore soumis à la colonisation portugaise, ont commencé à offrir de nouvelles voies pour la littérature angolaise. 4 noms sont généralement cités comme les principaux auteurs ayant contribué durant cette période à ce renouveau. Rui Duarte Carvalho, David Mestre, João Maria Villanova et Arlindo Barbeiro. Ce dernier était en exil, participant à la lutte armée pour l'indépendance. À ces 4 noms, j'ajoute également celui de Boaventura Cardoso, clairement influencé dans le bon sens du terme par le travail expérimental de Luandino Vieira. Le renouveau esthético-formel par les auteurs sous-mentionnés ne s'est pas traduit, il faut le dire, par l'abandon des idéaux politiques fondamentaux des Angolais, à savoir l'indépendance et la transformation sociale, mais a introduit des nuances structurelles dans la manière dont ce projet historique a continué, pour ainsi dire, à être chanté. Dès le départ, ce renouveau esthétique, notamment l'abandon du discours et dans certains tons panégyriques qui commençaient à contaminer la littérature angolaise, signalait ce projet de changement. D'autre part, sur le plan du contenu, outre un élargissement thématique assumé, des signes de désenchantement et de critique voilée ou non à l'égard de l'orientation du processus révolutionnaire angolais commencent à apparaître. Ces auteurs des années 70 ont ouvert la voie au renouveau et à l'université de la littérature angolaise, approfondie et consacrée par la génération d'auteurs qui ont commencé à publier après l'indépendance du pays, ceux-là même qui constituent la génération des années 80. J'appartiens, moi aussi, à cette génération, aux côtés d'amis chers tels que Ana Paula Tavares, José Eduardo Agualusa, João Luís Mendonça, Adriano Botelho Vasconcelos, Ana Santana, Carlos Ferreira, Luís Canchimbo, Nelson Pestana, Maria Alexandra Dascos, João Maimona, Lupito Feijó, Zé de Gonçalves et d'autres.
Luis Benjimbo a appelé cette génération la génération des incertitudes, apparemment pour souligner que ses membres, contrairement aux écrivains qui composaient les générations précédentes, en particulier celle de Message et de Poutoul, n'avaient aucun projet politico-esthétique préalable. Bien que, à mon avis, les doutes, voire les critiques ou les positionnements contraires ne soient pas exactement des incertitudes, il s'agit de l'appellation comme une autre. Ce qui est fondamental de souligner, c'est ce qui caractérise cette génération. Ce n'est pas un programme, mais sa profonde diversité et, je dirais, sa démocratisation thématique, politique et esthético-formelle. L'une des observations formulées par des spécialistes de la littérature angolaise, tant nationaux qu'étrangers, pour mettre en évidence le caractère novateur de l'œuvre de cette génération est, par exemple, le recours à l'érotisme comme l'un des thèmes les plus récurrents de leur travail. Mais je voudrais en souligner un autre, la critique politique des pouvoirs en place. Dans ce cas, une remarque particulière s'impose. Cette critique se retrouve même dans les œuvres d'auteurs qui sont en même temps des militants du parti au pouvoir, dont certains occupent ou ont occupé des fonctions au sein de l'appareil gouvernemental du pays. J'ose dire qu'il s'agit là d'un sujet intéressant pour les spécialistes de la littérature angolaise. Cela dit, je vais maintenant vous présenter brièvement, peut-être de manière purement formelle, mon travail. Bien que, comme beaucoup d'entre autres, j'ai commencé à écrire de la poésie dans ma jeunesse, à l'âge de 15 ans, je n'ai publié mon premier recueil qu'à Luanda après avoir dépassé la trentaine. Pendant des années, j'ai publié plusieurs recueils de poésie jusqu'à la fin des années 90. J'ai commencé également à écrire des nouvelles. Pour résumer, en une sorte de slogan, je dirais que si la poésie est ma respiration, les nouvelles sont ma passion. J'ai également publié un roman, mais comme je doute qu'il s'agisse vraiment d'un roman, je l'ai intitulé « Ce livre est-il un roman ?» Interrogation. Par un de ces hasards de la vie, ce roman, ou quasi-roman, a été traduit en mandarin et publié en Chine, et il est également en cours d'évaluation par 2 maisons d'édition anglophones, l'une aux États-Unis et l'autre au Royaume-Uni. J'espère qu'il pourra également être publié en français. En réalité, me consacrant exclusivement à la littérature depuis 2020, j'ai de nombreux projets, comme par exemple organiser quelques anthologies de poèmes et nouvelles, ainsi que mes chroniques journalistiques, mes essais sur la culture, la littérature, l'identité, la race, sans oublier un nouveau roman sur les 50 premières années de l'Angola en tant que pays indépendant. Parallèlement, je travaille depuis 5 ans à l'internationalisation, de manière modeste, certes, de ma littérature. Ce serait un immense plaisir, à partir de mon livre « Le péril jaune », traduit par Dominique Stonescu, que nous avons ici, et publié par l'édition Petra, je pouvais compter sur de nouveaux lecteurs en France, en particulier ceux qui s'intéressent à la littérature produite actuellement en Afrique, et plus particulièrement dans les pays africains de langue portugaise. Merci beaucoup. C'est vrai que la traduction est un peu belle, la traduction en français. Ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus d'œuvres qui soient traduites en français pour qu'on connaisse mieux dans les pays francophones la littérature angolaise. Je sais qu'ici il y a beaucoup de gens qui sont lusophones, mais ce serait quelque chose de merveilleux. On va continuer avec la musique. Après, vous aurez un petit temps pour poser des questions aussi aux différents intervenants. On va parler un peu de la musique et de la politique. Et pour introduire ce sujet, je vais vous lire un poème d'Agostinho Neto, évidemment politicien et aussi poète, sous contrat. Vous voyez, vous allez voir comment la musique
aussi est de près lié à la politique et à la vie sociale. Une longue file de porteurs parcourt la piste, à pas rapides, les corps dolents, arrosant la poussière des chemins de leur sueur. Sur le dos nu, ils portent de pesants fardeaux, et ils marchent, regard lointain, cœur timide, bras forts, sourire profond comme des eaux profondes. De longs mois les séparent des leurs. Ils marchent, pleins de nostalgie et de crainte, mais ils chantent. Fatigués, recrues de travail, mais ils chantent. Pétris d'injustice silencieuse au tréfonds de l'âme, et ils chantent. Avec des cris de révolte, noyés dans les larmes du cœur, et ils chantent. Ils sont passés, se perdent au loin se perd leur triste chant. Ah, ils chantent. C'est toi, Stéphane, qui va nous parler un peu du lien entre la musique et la politique, la vie sociale, l'histoire. Ton oncle a d'ailleurs fait des documentaires sur ces sujets, dont un documentaire sur le grand chanteur Bonga. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous. On est très contents de vous savoir aussi nombreux. Faute de temps, nous n'avons qu'une heure. On a choisi de lire pas mal de nos présentations et je vais faire de la sorte. Alors, la relation entre musique et politique en Angola est particulièrement forte. Car la musique a servi à la fois de vecteur d'identité, d'outil de résistance et de moyen de communication politique tout au long de l'histoire du pays. C'est ainsi que je vais vous lire mon analyse structurée en plusieurs périodes. La première période, je l'ai intitulée « La musique durant la domination portugaise », c'est-à-dire jusqu'à 1975. Pendant la colonisation portugaise, la musique devient un espace d'expression indirecte contre l'oppression coloniale, un outil de résistance. Le genre musical semba sert de support culturel et identitaire. Les paroles, souvent en langue locale, comme le kimbundu, permettent de contourner la censure. Ici, je vais prendre l'exemple d'un célèbre groupe de l'époque qui s'appelait Ngola Ritmouche et qui diffusait des messages nationalistes. Durant donc cette période, la musique agit comme une forme de résistance culturelle et de mobilisation politique implicite. La deuxième période que je vais évoquer, je l'ai surnommée « aux portes de l'indépendance ». C'est les années 1960 aux années 1975. Pendant la guerre d'indépendance, donc de 1961 à 1975, la musique devient explicitement politique. Elle soutient les mouvements de libération comme le MPLA. Les chansons célèbrent la lutte, les martyrs et l'idée d'une nation libre. La musique est durant cette période diffusée à la radio et lors de rassemblements militants. Je vais vous énumérer quelques artistes qui étaient actifs et prolifiques dans ce contexte. Il y a un artiste très connu qui s'appelait David Zé, qui était proche du mouvement indépendantiste MPLA. Sa musique célèbre la révolution, le peuple, la lutte armée. Il a fait une chanson notable qui est toujours aujourd'hui considérée comme une hymne à la liberté et à la naissance de la nation angolaise qui s'appelait Independencia. Et donc, dans cette phase de l'histoire du pays, la musique devient un outil de propagande et de mobilisation révolutionnaire. La troisième période, je l'appelais post-indépendance. Donc c'est de 1975 aux années 90. Après l'indépendance de l'Angola, en 1975, on fait en sorte que la musique aide à construire une identité nationale. Le gouvernement de l'époque encourage des styles nationaux. Et la musique, dans cette période, sert à promouvoir l'unité dans un contexte de guerre civile. Si on doit résumer cette période, on dirait que la musique oscille entre outils du pouvoir pour fédérer et espace critique. La quatrième période, c'est celle de la guerre civile. Et la diaspora se met un peu plus en lumière. C'est de 1975 à 2002. La longue guerre civile angolaise influence profondément la musique. Les thèmes dominants sont la souffrance, l'exil, l'espoir. Et d'ailleurs, Pascal, ici présente, a mentionné un documentaire fait par un de mes proches sur l'artiste Bonga, qui, de renommée internationale, a fait partie de ces chanteurs qui a évoqué du coup ces thèmes, la souffrance, l'exil, l'espoir. De plus, la diaspora angolaise, notamment à Lisbonne, au Portugal, devient un centre de production musicale. La musique circule transnationalement et politise l'expérience migratoire. Vu de cet angle, la musique devient un témoignage social et politique du conflit. Enfin, la dernière partie, c'est le siècle dans lequel nous sommes et la musique contemporaine.
Depuis les années 2000, avec la fin de la guerre civile, deux styles, le rap et le kuduro, émergent comme une forme d'expression politique. Chez les jeunes, via ces styles, la musique est devenue un outil de contestation directe. Pour conclure, je dirais, en Angola, la musique n'a jamais été neutre. Elle est profondément liée aux dynamiques de pouvoir, de résistance et d'identité. De l'époque coloniale jusqu'à la fin de la guerre civile en 2002, la musique angolaise a su se faire porte-parole d'une population locale et d'une diaspora dont la voix fut étouffée par le bruit des armes, par la lourdeur des coups, par les pleurs spontanés de ceux qui perdaient conjoints, enfants, parents. De la lutte anticoloniale au rap contemporain, la musique en Angola constitue un espace central où se négocient les rapports politiques et sociaux. Merci de m'avoir écouté. Merci. Oui, et d'ailleurs, il y a aussi un musicien dans la salle, on a la chance d'avoir Mulendo, qui est un musicien très important aussi dans la culture angolaise. Et il y a un film que je vous recommande, qui est un documentaire déjà ancien, mais intéressant aussi par rapport à cette histoire, c'est Canta Angola de Ariel de Guido, qui parle aussi de l'engagement politique et social des musiciens. On va parler de l'identité, des témoignages. Je vais lire un tout petit poème qui s'appelle Identité d'Eduardo Brazão Filho, pour commencer, pour vous introduire Diakasembe. Il avait un bagne et une case, il avait une étable avant. Avant, il avait la forêt où marchait librement. Il avait des percussions, des fétiches, et la savane où chasser. Et soudain, dans la collision du temps, je le rencontrai là, sur la route. Il portait un pantalon, avec dans sa poche trouée une carte d'identité. Mais il n'avait rien. Voilà. Diakasembe, je sais que vous aimez aussi la poésie, elle est présente aussi dans vos œuvres, dans vos témoignages. D'une part, vous allez sur le terrain recueillir des témoignages des femmes, des locaux, mais vous transmettez aussi vos idées par la poésie. Je vais vous laisser la parole pour nous raconter un peu votre place dans l'histoire et aussi pour que vous me disiez, pour vous, quelle est l'importance d'avoir ces récits, aussi ces témoignages parmi les œuvres qu'on peut consulter. Merci beaucoup. Bonjour. Ça marche? Oui. Voilà, moi je m'appelle Diakasembe, donc mon nom d'écrivain. Et c'est mon nom indigène, disons, parce qu'au temps colonial, on ne pouvait pas faire résiste avec ces noms-là. Je crois qu'il y a derrière moi des ouvrages. Ce sont mes premiers ouvrages en français. J'ai commencé à écrire en France. En Angola, dans les années 70, j'ai commencé à écrire de nouvelles et de poésie. Et quand je suis arrivée en France comme réfugiée politique, j'étais attaquée par la Croix-Rouge. Je suis rentrée en France par une forme clandestine avec une autorisation de séjour résident. Donc, je suis rentrée par la grande porte. Mon premier livre a été Angola, 20 ans de guerre civile. Ce livre-là, ça a été mon premier livre parce que nous étions déjà à 20 ans de guerre civile. Alors, mais je l'ai écrit en deux parties. Contrairement à toute l'histoire politique qui est dans ce livre, le public français s'est intéressé plus à la première partie du livre, la partie de nos relations avec les Portugais, comment nous vivons avec les Portugais. Et cette partie a eu beaucoup d'importance pour les Français. L'autre partie politique, elle le savait mieux que moi, mais la partie sociale, la convivence que nous avons avec les Portugais, le métissage, l'origine, etc., et ça a été très intéressant pour eux. Ça, c'est mon premier livre. Le deuxième livre, Angola, femme rebelle et insoumise,
Et je suis allée à la source. Ça m'a été inspiré parce que dans les temps, je suis arrivée en France dans les années 80, donc, dans les temps, il n'y avait pas une littérature qui parlait uniquement de la femme. Et un jour, après mon livre, là, je côtoyais un peu le milieu littéraire, Paris 5, etc. Et les dames m'ont dit, mais vous, en Angola, c'est quoi votre trash traditionnel? Je dois dire que l'Angola, c'est un mosaïque. Nous avons plusieurs cultures en Angola. On ne peut pas prétendre d'une seule culture parce que notre langue d'union, c'est le portugais. Et le portugais, c'est le Portugal. Et nous, pendant 5 siècles, je vois, on a été habitués à être portugais. On devait être portugais, on devait manger portugais. Donc, notre culture s'est diluée un peu dans cette bagne portugaise. Et quand ils m'ont demandé d'écrire un livre sur la femme angolaise que je ne connaissais pas, moi, jusque-là, je ne connaissais pas non plus. C'est la France qui m'a fait connaître moi-même, parce qu'il m'a mis tout de suite à ma place. Alors, je suis allée en Angola, trouver l'organisation de la femme angolaise, OMA, et j'ai demandé des renseignements, j'ai demandé des documentations, s'ils avaient quelque chose sur la femme. Il n'y avait pas grand-chose. Alors j'ai eu l'idée de sillonner les villages, de cueillir les témoignages des femmes, de savoir d'où je venais moi-même, je me suis connue aussi à cette époque-là, et de là, c'est né ce livre. Dans ce livre, petit comme il est, mais il y a tellement de renseignements que ce livre est resté à l'UNESCO 2 ans exposé. Ce livre, ça fait le tour presque du monde francophone, puisqu'elle est en français. Il y a eu de traduction en italien, je crois, en italien. J'ai fait aussi un parcours un peu dans presque pas mal de pays, qu'avec ce livre-là, que moi je croyais qu'il n'y avait pas d'importance. Tout simplement parce que des renseignements qui sont dedans, sur l'éducation, sur les pouvoirs que les femmes avaient dans ces temps-là. Les Européens, ils pensent que la femme africaine, peut-être la femme de maintenant qui était une femme soumise avec beaucoup d'enfants, qui obéissait les ordres des autres. Mais non, c'était elle-là. C'est pour cela que j'appelle les femmes sacrées. La femme sacrée, elle est terrible là-dedans. Alors, donc ces femmes-là sont elles qui étaient à la tête de toutes les sociétés. Ils avaient le pouvoir économique, le pouvoir politique. Les rois ne pouvaient rien décider si elles ne disaient pas voilà. Ils pouvaient faire leurs réunions, tous ensemble, là, les mâles et tout ça. Mais chacun, il y avait sa vieille à la maison. Alors, pour les décisions cruciales, il fallait la voix de la femme. Donc, je crois que c'est l'importance de ces livres-là. Alors, et en France, j'ai écrit à peu près 5 livres. J'ai écrit 3 autres en français. J'ai eu évidemment des conseillers littéraires pour corriger le français. Parce que nous, en Angola, quand on avait 7 ans de français obligatoire. C'est pour cela que les Angolais qui ont fait des études, qui ont fait les collèges, les lycées, l'université jusqu'en 1968, on n'avait pas d'université, n'est-ce pas? Ouais. Et même après, on avait que l'université de médecine, parce que l'université des lettres, pas question. Par exemple, moi, je voulais faire sport philosophie. La philosophie a été toujours ma passion. Il n'y avait pas. Donc, j'ai dû faire ça en France déjà une 50aine d'années passées. Et donc, j'ai écrit les 5 livres en français, directement en français. Et puis, bon, je me suis dit, bon, il faut aussi que l'Angola, comme mon confrère vient de dire, il faut que le monde me connaisse aussi, qu'ils connaissent l'Angola. Il a fait traduire son livre. Et moi, je me suis dit, il faut que l'Angola aussi me connaisse. Parce que Diakassembe, ça ne voulait rien dire pour les Angolais.
Parce que jusque-là, les noces indigènes, on n'est pas encore habitué. On s'habitue maintenant, même 50 ans après. Alors je me suis mise aussi à écrire en français, en portugais, mais à chaque fois j'ai consulté l'organisation de la femme, OMA, ça s'appelle. Qu'est-ce que les femmes disaient? Oui, écrire quelque chose sur la violence. Au lieu d'écrire, de faire de recherches, d'écrire des livres académiques, je suis un peu le paillon de l'Angola. Alors, Marcel Paillon écrivait le roman champêtre, moi je fais pareil. Alors, moi, j'ai consulté les femmes, je prenais les taxi-bus, j'écoutais les femmes et puis j'imaginais et j'écrivais. Alors, de là sorti Lettres pour les maris téméraires, Lettres, c'est une collection de lettres, ça donnait 2 livres. J'ai fait, comme je suis philosophe, j'ai fait un essai philosophique qui s'appelle La stupidité codificada, la stupidité codifiée, parce que ma société, je la connais, je l'étudie, j'y suis dedans, je nage, et donc je la traduis après. D'autres aiment, la plupart aiment ce que j'écris en Angola, en portugais. Maintenant, le peuple et les gens m'aiment plus et me connaissent. Après, j'écris une série de livres en portugais. Le dernier livre, c'était La veuve sans voile. C'est l'histoire des 3 femmes que je suis allée aussi chercher au fond. Et c'est l'histoire des 3 viols. Et chacun avait son histoire, sa façon de voir, de concevoir. La veuve sans voile, c'est la première histoire où elle, qui a été violée, arrive à séduire son violeur et pour les tuer. Donc, c'est des histoires comme ça. Le premier livre politique, et j'ai d'autres essais politiques, mais je finalise toujours pour aborder les problèmes des sociétés. Ça, c'est des personnes rebelles, insoumises, et qui ne suivent pas les règles. Merci beaucoup. Maria Benedita, on va vérifier si ça fonctionne maintenant. En effet, ce n'est pas fait pour des achats, il faut sur un ordinateur. Donc voilà. Bon. Donc je suis vraiment désolée parce que c'est un peu difficile de parler de l'art et du cinéma sans vous montrer des images. C'est presque impossible. Mais voilà, donc je vais essayer de vous donner un aperçu, au moins en citant des artistes, des cinéastes qui me paraissent être vraiment pertinents. Ce rapport entre histoire et l'art, et notamment la peinture, la photographie et le cinéma, comme on a déjà eu l'occasion d'écouter ici, c'est un rapport qui se construit dans cette relation à une histoire, qui est une histoire d'une part de domination et de violence, et d'autre part de lutte et de liberté. Et ces 2 pôles sont très important pour comprendre qu'est-ce que c'est être artiste, avoir des préoccupations esthétiques, formelles, et en même temps être à la fois engagé dans la libération de son territoire ou alors dans la construction de la nation après l'indépendance. Et la question de la nation, elle est une préoccupation majeure après l'indépendance, bien sûr,
parce que l'Angola, comme les autres pays africains en langue portugaise, et différemment de la plupart des territoires sur le continent africain, et les archipels bien sûr, ils ont été indépendants très tardivement. Les ex-colonies portugaises ont trouvé dans le régime portugais, Salazar ou Caetano, une immense difficulté de dialogue, puisque pour eux c'était absolument impossible de se séparer de l'Empire, étant donné que l'Empire était l'âme même, le fond même d'une identité portugaise. Donc ces peuples ont été obligés à prendre des armes. Donc ce sont des indépendances qui sont le fruit de luttes armées qui se sont déroulées entre 61 et 74. C'est l'Angola d'ailleurs qui a commencé cette lutte. Et ces territoires, aujourd'hui des pays, sont issus de cette colonisation des puissances européennes. Et donc, les frontières de tous ces territoires sont complètement artificielles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces territoires, il y a beaucoup de peuples, beaucoup de langues, beaucoup de cultures qui, tout d'un coup, doivent avoir un même passeport, un même hymne, un même drapeau, mais dont le travail d'appartenance collective n'a jamais été fait par le Portugal. Et donc il faut qu'il soit fait après les indépendances. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles cette question d'une identité mozambicaine, africaine, guinéenne, etc., elle est si importante pour les artistes, comme pour des écrivains, ou pour les cinéastes, les photographes, etc. Et donc, quand on parle des questions des luttes, des cultures traditionnelles, comme on a entendu avec Jean-Mel, cette attention qui, selon lui, mérite, je suis absolument d'accord, parce qu'effectivement, après l'indépendance, il fallait bien que cette construction de la nation elle, se fasse dans un dialogue entre ce qui pouvait apporter les élites, qui étaient souvent formées en Europe ou dans le monde occidental, et tout ce qui était justement issu de ces cultures traditionnelles, que ce soit la danse, que ce soit la sculpture, etc. Donc ce dialogue il est vraiment très important. Et si j'avais maintenant mon PowerPoint, je vous parlerai peut-être, je vous montrerai des diapos avec des travaux de Rui Duarte Carvalho, que peut-être c'était le premier artiste que j'aimerais citer ici. C'est quelqu'un de très spécial puisqu'il maîtrise 3 langages, il est à la fois anthropologue, écrivain et cinéaste. Mais ce qui serait important ici, c'est justement de montrer comment, tout de suite après l'indépendance, il a travaillé pour la télévision angolaise, il a fait des documentaires et aussi un film. Je leur ai montré ce film qui s'appelle Mélicite, qui est sorti en 1982, et où justement il essaye de faire quelque chose qui part de ces cultures populaires et de penser cette identité angolaise du bas vers le haut, et de nous montrer la résistance aussi des peuples qui, bien sûr, n'étaient pas dans la guérilla, mais qui ont su résister aux Portugais de différentes manières. Donc Rui Duarte Carvalho, je pense que de ce point de vue, en tant que cinéaste, il a ouvert un peu cette voie importante, parce qu'il mélange un apport esthétique avec justement une problématique de l'identité, de la construction de la nation après l'indépendance. On pourrait bien sûr parler d'Antonio Aue, qui est un peintre, mais qui est aussi un cinéaste,
parce que après l'indépendance, il a réalisé 2 films qui me paraissent aussi importants. Un film sur le Galerie Rouge, qui est un groupe de musique angolaise tellement important pendant la résistance et après. Donc ce serait bien de pouvoir voir un peu son travail. Et un film sur le carnaval, s'appelle le carnaval de la Victoire, le carnaval de la Victoire, qui a été le premier carnaval que le peuple angolais a pu organiser après l'indépendance. Bien sûr que toutes les manifestations de ce genre étaient défendues avant l'indépendance. Et de pouvoir manifester après l'indépendance. Et justement, il a été appelé Carnaval de la Victoire par Agostinho Neto, qui a été le premier président de l'Angola. Agostinho Neto, qui était fondateur et leader du mouvement de l'MPLA, et qui a justement donné ce titre de Carnaval de la Victoire, parce que c'était un ensemble entre tout ce qui venait de cette culture populaire, et notamment d'une culture populaire aussi qui est très importante dans les arts, qui est la culture périphérique. Parce que la capitale a reçu beaucoup d'hommes et de femmes qui cherchaient dans la capitale de la colonie à trouver un emploi qu'ils n'avaient pas dans leur région. Et donc, comme vous savez, la géographie urbaine coloniale, elle se construit toujours en cercle concentrique. Donc, il y a le centre blanc, la ville de ciment, et puis plus on marche vers les périphéries, on va trouver justement ces quartiers des ouvriers, et des domestiques, enfin, de toutes les personnes qui travaillent en bas de l'échelle. Il faut rappeler que la colonisation portugaise était une colonisation de peuplement avec beaucoup de colons, donc des immigrés portugais qui essayaient de trouver une façon de s'en sortir en allant dans les colonies, ce qui fait qu'en effet, dans les colonies portugaises, les Africains, les Noirs, avaient vraiment les pires emplois, parce que même des emplois, disons, un peu plus pauvres, étaient des emplois pour des Blancs. Donc voilà. Donc dans ces périphéries, il y a notamment de la musique, mais aussi de l'artisanat qui va se construire dans un mélange entre culture urbaine et culture traditionnelle. Donc voilà, je pense que dans ces films dont je viens de parler, on pourrait voir tout ça. Et puis, d'une manière plus contemporaine, et je vais terminer là parce que j'ai déjà dépassé mon temps, je vous aurais montré le travail de 2 photographes, Edson Chagas et Kiluanji Kiaenda, et aussi d'une jeune cinéaste qui s'appelle Camila. Et en effet, je vous aurais aussi parlé de 2 autres cinéastes, Maria João Ganga et Poucas Pascoal, de femmes formidables qui ont fait des films très intéressants. Je ne peux pas vous montrer les images, mais je vous invite à chercher les films de Poucas Pascoal et Maria João Ganga. Et donc Camila, qui est beaucoup plus jeune, qui fait partie de cette génération de Edson Chagas et de Kiluanji. Edson Chagas, juste pour terminer, il a eu, avec son travail, l'Angola a eu le grand prix de la Biennale de Venise en 2013. Donc c'est vraiment dommage que je ne peux pas vous montrer ce qu'ils font, parce que c'est vraiment excellent. Et donc voilà, je vous invite à chercher Kiluanji Kiaenda, Edson Chagas, Camila Maria João Ganga, Antonio Wale, comme je viens de vous dire aussi, Rubal Pedwad, Poucas Pascoal, et voilà. Merci beaucoup. C'était plutôt
très fin d'un point de vue esthétique. C'est vraiment quelque chose d'inédit comme on l'aime. Et en même temps, toutes les préoccupations, que ce soit avec le passé colonial, les questions de restitution, travail avec les archives au niveau des monuments, donc récupération de beaucoup de choses, et aussi des questions d'identité raciale, notamment pour le travail de Chagas, qui fait beaucoup de choses avec une espèce de masque qui efface nos visages, mais c'est justement ce mélange entre les masques traditionnels et des sacs en plastique. Donc c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Oui, il y a eu un film aussi sur lui. Maintenant, comme il nous reste peu de temps, je vais vous laisser la parole. Merci à vous pour vos interventions. Si vous avez quelques questions, il faut savoir que voilà, il nous reste 4 minutes. Donc, si vous avez des questions précises, après on raconte un plan par Oui. Bonjour. Oh, bonjour. Je voudrais apporter une précision en moins de 30 secondes, parce que vous avez cité un passage tout à l'heure, extrait d'un livre de Jean Merle, qui date de 27 ans, de 1999. C'est un de ses premiers textes. Et c'est dommage parce que, comme disait madame et d'autres personnes, nous avons une lutte à faire ici pour faire connaître la littérature angolaise contemporaine, outre les grands auteurs déjà connus comme Pepeter et à Gualouz ou même en Jack. Donc c'est dommage que vous n'ayez pas cité, bon, mais je vous accuse de rien, mais un passage du livre que nous venons de traduire, de Jean Merle, Le Péril jaune, qu'il a écrit récemment, et publié par une toute petite maison d'édition dans le 20e arrondissement. Et vous savez la difficulté qu'ont les petites éditions indépendantes pour survivre. Et surtout si nous voulons faire connaître davantage la littérature contemporaine angolaise, je pense qu'il ne faut pas oublier ces auteurs. Et comme M. Jean Merle est venu, voilà. Et j'ai quelques exemplaires ici, si vous souhaitez en acquérir. C'était une précision. Voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est que c'est le problème de traduction. Et à Bruxelles, je n'ai pas trouvé le péril jaune. Bonjour donc, à tous. Voilà, c'est pour ça que j'ai lu cet extrait-là, qui est plus ancien. Et c'est ça, j'aimerais vraiment qu'il y ait un travail qui se fasse, qu'il y ait des moyens pour la traduction. C'est vraiment le problème, la difficulté. Bonjour à vous, la parole. Merci beaucoup. J'ai une question à tous les panélistes. Je m'intéresse beaucoup à ces sujets de décentralisation culturelle. Et comme on l'a soulevé, que depuis l'époque coloniale, tout était centralisé dans les grandes villes colonisées en Afrique. Et maintenant, quels sont les dispositifs mis en place à l'actuel Angola aujourd'hui pour pouvoir contribuer à la démocratisation culturelle et faire circuler les contenus culturels et leurs créateurs à travers l'Angola et surtout les pays limitrophes qui ne parlent pas toujours la même langue telle que nous au Congo. On a des difficultés de travailler avec d'autres artistes angolais et même les cabines qui nous créent des soucis en ce maintenant. Là, c'est vraiment pour moi une question de savoir quels sont les dispositifs mis en place pour véhiculer le contenu culturel entre les Angolais et les autres pays autour. Vous voulez répondre à cette question ? C'est comme j'avais dit tout à l'heure, que l'Angola, maintenant, c'est un mosaïque. Comme ça. Nous n'avons pas une seule culture. À Lunda, vu les communautés ou les régions, on sait très bien comment l'histoire coloniale sont partagées. Les Congo, par exemple, nous avons le nord de l'Angola, avec une culture fortement congolaise. Nous avons les Lunda, avec sa culture, le sud de l'Angola, avec d'autres cultures aussi, les centres, les Kimbundu. Les Kimbundu, cette population, c'est elle qui a été plus colonisée, blanchie plutôt, et que sa culture oscille entre la culture brésilienne, la culture cubaine, de l'Amérique latine. Les centres de l'Angola, c'est presque ça. Notre culture, elle est dynamique. Elle est tout le temps en train de changer. Maintenant, par exemple, on imite tout ce qui vient du Brésil. C'est déjà rentré, les langages,
les habiller mal. Pour la jeunesse, il n'y a pas de racine presque. Mais ça, je pense que la population centrale. Ouais. Au nord, heureusement qu'on a le nord, qui a une forte influence avec le peuple du nord, les Congolais, et le sud. Sinon, les centres, la culture centrale, elle est déjà trop métissée. On ne peut pas parler d'une seule culture. C'est pas homogène. Merci. Moi, je pense juste que peut-être qu'on n'aurait pas besoin de parler nous et qu'on écoute juste un petit peu un passage de votre livre. Parce qu'il est... Excusez-moi, en fait, il y a une autre conférence. Je suis désolée.